Dans cette vidéo, on va voir le premier principe de la thermodynamique, sa définition, le sens physique derrière et une application de ce principe sur les transformations des gaz parfaits. Alors, cette vidéo elle sera partagée entre la définition des différentes formes d'énergie mécanique et de chaleur et la définition du premier principe pour un système isolé, fermé et ouvert. Nous verrons aussi la notion de l'enthalpie, une fonction d'état très importante dans des bilans énergétiques, et surtout pour les systèmes ouverts ou bien réactionnels. Et nous verrons aussi quelques diagrammes représentatifs euh, qui découlent de ce premier principe. Avant cela, on va faire un petit rappel sur les limites du système, parce que c'est très important. Donc on a défini un système limité par une frontière, appelée frontière du système, ou bien un volume de contrôle, ou bien c'est une enveloppe. Cette enveloppe, elle peut être matérielle ou bien fictive, et elle sépare le système du milieu extérieur. Sachant que le système a ses propriétés définies par ses variables d'état, pression par exemple et température, et le milieu extérieur, il est défini aussi par ses propriétés telles que la pression et la température. Alors la définition du milieu extérieur, c'est qu'il est non influençable par le système. Ça veut dire que le système n'exerce aucune contrainte sur le milieu extérieur. النظام لا يؤثر على الوسط الخارجي. بل العكس، الوسط الخارجي هو الذي يؤثر بمتغيراته أو بخصائصه على النظام. Le milieu extérieur agit sur le système. Et donc, tous les, tous les échanges entre le système et le milieu extérieur se font à travers cette enveloppe. كل التبادلات بين النظام والوسط الخارجي تحدث بين هذه حدود النظام. Alors, le système, il est, euh, il est, euh, il est mis dans un champ de gravitation. Le système il est mis dans un champ de gravitation. Il a une énergie propre à lui, une énergie potentielle, reliée à son hauteur par rapport à une hauteur de référence, à une vitesse d'ensemble, et aussi par rapport, il a aussi des énergies échangées entre lui et le milieu extérieur sous forme de travail mécanique et de chaleur. Alors, vous voyez bien que la flèche pour le travail mécanique, elle est sortante, et la flèche pour la quantité de chaleur, elle est entrante. C'est la convention égoïste ou bien de signe de l'énergie. Sachant que si la flèche elle est entrante, cette grandeur elle est positive, ça veut dire que le système il reçoit, il gagne en énergie. Et si la flèche elle est sortante, ça veut dire que le système il fournit une énergie, il cède. Donc par convention, toujours la quantité de chaleur Q elle est positive, elle est entrante, et le travail mécanique, il est sortant, il est fourni par le système. Maintenant, si le système reçoit un travail mécanique, donc le travail, là, on doit le multiplier par un signe négatif. Donc en tout, donc le système, il a sa propre énergie, énergie potentielle, cinétique, et il échange de la quantité de chaleur et du travail mécanique avec le milieu extérieur. Nous avons dans ce cours omis toutes les autres formes d'énergie, énergie magnétique, énergie superficielle, qu'on peut voir dans d'autres
application. Maintenant, les différents types de systèmes. On a les systèmes fermés qui n'échangent que de l'énergie avec le milieu extérieur. Là, vous avez des bouteilles déformables, c'est-à-dire l'eau qui se trouve dans la bouteille peut échanger un travail et peut échanger de la chaleur. On a comme un cas particulier, si la chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur est nulle, on dit que le système est adiabatique. Et si le système échange de la matière avec le milieu extérieur, on est face à un système ouvert, comme vous voyez dans la cocotte minute. Et comme un cas théorique, nous avons un système isolé qui ne change rien avec le milieu extérieur. Alors, ce système isolé, il est théorique, mais on peut déjà définir des propriétés à ce système isolé. Par exemple, si nous prenons le cas d'un poids, hein, qui a une énergie potentielle égale à sa masse multipliée par la gravitation et multipliée par la hauteur qui est la hauteur Z1 réelle du poids et Z0 de l'élévation de référence. Et donc, tant que, donc là vous avez une force, là on a un équilibre, une force, donc le système se trouve en équilibre, tant qu'on n'agit pas sur le système, tant qu'il n'y a pas une action quelconque, on dit une action extérieure, le système il reste en équilibre. Ça veut dire que cette énergie, elle reste constante. Donc l'action extérieure, on l'avait dit, elle peut être sous forme de quantité de chaleur, de travail, pour notre cas d'étude de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'énergie, elle est conservée. الطاقة محفوظة. Voilà. On a une conservation d'énergie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune action sur le système. في حالة انعدام أي فعل على هذا النظام فهذه الطاقة تبقى محفوظة. On a une propriété d'un système isolé. Et la définition du système isolé, c'est que son énergie est conservée. Alors, du point de vue microscopique, le système il peut avoir des mouvements de va-et-vient, donc montée et descente, mais c'est des mouvements spontanés. Et on a défini cette propriété comme c'est un équilibre stable. Et cette définition de conservation d'énergie, c'est le sens même du premier principe. Au cas d'une absence d'une action extérieure, l'énergie reste constante, elle est conservée. في انعدام أي فعل من الوسط الخارجي على النظام تبقى الطاقة محفوظة. هذا هو مفهوم le premier principe. Maintenant, nous voulons d'abord définir quel est le sens du travail mécanique et de la chaleur. Commençons par d'abord définir l'énergie totale du système. Alors, le système, il possède une énergie cinétique, une énergie potentielle macroscopique. Nous voyons le système de tout à l'heure, donc on a cette énergie potentielle et cette énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, c'est le mouvement de l'ensemble du système
hein, dans le milieu extérieur, sachant que V0 ici, vitesse de référence, est prise comme nulle. Donc on a la masse multipliée par la vitesse au carré du système. Alors, l'énergie potentielle, c'est l'élévation, c'est l'énergie due à l'élévation du système par rapport à une élévation de référence. Ici, Z0 est nul. Alors, le système aussi, il possède une énergie cinétique et une énergie potentielle, mais microscopique, à l'échelle atomique. Comme on l'a vu dans la théorie cinétique des gaz, on a vu que les particules de gaz, hein, avaient une vitesse, hein, liée à leur agitation, liée à leur température. D'accord? Donc on a cette particule en fait, qui, due à une température quelconque, a une certaine vitesse, et en fait, qui résulte d'une énergie cinétique, pareille, mais cette fois-ci, elle est microscopique. Pareil, il y a des interactions entre des particules, et on a appelé ça, si vous vous souvenez bien, dans le cas des gaz réels, c'est des interactions intermoléculaires et résultent d'une énergie potentielle. Elle est différente de cette énergie potentielle, donc elle contient en partie une énergie potentielle due à la gravitation de la particule, mais aussi une énergie potentielle due aux forces d'interaction entre les molécules. Comme vous voyez bien ici, nous avons un matériau et non un gaz. Nous avons des atomes ici, disposés dans un réseau. Donc vous voyez bien que ces atomes-là, vous avez la forme de la ligne ici. Donc les atomes sont en agitation perpétuelle et les atomes sont en interaction entre elles. Donc il résulte d'une énergie euh, potentielle et une énergie cinétique. Vous avez une agitation, vous avez une vibration ici. Et cette vibration, elle est due, bien sûr, à l'état atomique dans lequel se trouve cet atome, et il est dû aussi à, à la température de cet atome-là. Et donc, cette énergie cinétique et potentielle microscopique, elle est appelée énergie interne. Ce qu'on appelle l'énergie interne, on l'a désignée en français comme U. Et donc, l'énergie totale du système, c'est la somme de l'énergie macroscopique et l'énergie microscopique. Donc l'énergie macroscopique potentielle et cinétique plus l'énergie interne. C'est l'énergie totale du système. C'est l'énergie propre au système et non l'énergie qui change le système avec le milieu extérieur. Donc هذه الطاقة الكلية وهو مجموع الطاقة الحركية والكامنة والطاقة الداخلية هي خاصة بالنظام فقط، وهذه ليست هي الطاقة التي يتبادلها النظام مع الوسط الخارجي. Donc on peut mettre l'énergie totale absolue sous forme d'énergie spécifique, d'accord? Comme on l'a vu pour le volume spécifique, donc en multipliant M par E minuscule, donc c'est l'énergie cinétique, et l'unité de l'énergie cinétique, c'est le joule par kilogramme. Donc on peut faire pour l'énergie cinétique, potentielle, interne, et l'énergie totale. On peut aussi définir l'énergie spécifique sous la forme molaire.
donc en remplaçant M par le nombre de moles, mais l'unité ici, c'est le joule par mol de l'énergie spécifique. Donc on l'appelle soit c'est l'énergie massique, donc multipliant M par l'énergie massique, en joule par kilogramme, ou bien l'énergie molaire, multipliant le nombre de moles par le joule par mol. Maintenant, concernant le travail mécanique, c'est le travail de pression des forces extérieures sur le système. Donc si nous prenons un ensemble cylindre, piston, mobile et un gaz à l'intérieur, donc le gaz il est défini par, à l'état 1 par son volume V et par sa pression P, pression système 1. Donc la pression extérieure, elle exerce, bien la force extérieure, elle exerce une pression, sachant que cette pression extérieure, elle est différente de la pression du système. Ce travail lié à cette force est le travail mécanique. Là, on a une flèche entrante, donc on a un travail mécanique reçu par le système. Donc à l'état 2, à cause de ce travail ou bien à cause de cette pression extérieure, le piston va se trouver à ce niveau-là avec ce déplacement élémentaire de dx. Et à l'état 2, le système se trouve à une nouvelle pression système 2 différente de la pression système 1, mais qui est toujours différente de la pression extérieure. Là, voyez bien que la pression appliquée sur la surface du piston, elle est constante tout au long de la transformation. C'est-à-dire la force appliquée, elle est constante. Donc le travail mécanique, c'est le travail de pression de force extérieure sur le système entier. C'est un travail sur le système entier. Ce travail, il va être distribué sur le piston, sur le cylindre et sur le gaz. Et tout au long de cette force appliquée sur le piston, la pression du gaz à l'intérieur va changer. Donc, si on exprime le travail élémentaire de la force extérieure F pendant le déplacement dx, on obtient dW égale F fois dx. Sachant que, par définition, la pression, c'est la force sur la surface du piston oméga, nous remplaçons donc la force égale pression extérieure fois oméga, nous remplaçons dans la formule du travail. Aussi, ce déplacement dx, en réalité, c'est une diminution du volume. Sachant que au départ, on est parti de là. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on a fait? On a réduit le volume jusqu'à arriver à dx. Donc, on a une réduction élémentaire dv, moins dv, liée à ce travail élémentaire. Et moins dv, en réalité, c'est le produit de la surface du piston fois le déplacement. Donc, on a ici 1 mètre au carré, et là, on a 1 mètre. Donc, on va essayer de remplacer oméga fois dx par moins dv. Et on obtient la forme du travail mécanique qui est la pression extérieure moins la pression extérieure fois dv. Maintenant, pour calculer le travail, nous intégrons cette variation élémentaire de l'état initial, c'est l'état 1, et l'état final 1, sachant qu'à l'état initial, nous avons V, et l'état final, nous avons V moins dV. Et ce que vous remarquez ici, c'est que la pression extérieure, c'est dans l'intégrale, parce que jusqu'à maintenant, on ne l'a pas considérée comme constante. Ça, c'est le travail mécanique extérieur sur le système. Maintenant, il y a un cas théorique si la transformation elle est quasi statique.
On l'a vu dans le cours aussi que la transformation quasi-statique, c'est une transformation qui se fait sans frottement et très lentement. Et on a appelé cette transformation comme une transformation réversible. Donc si la transformation, elle se fait lentement et sans frottement, ici sur les frontières, on a un résultat, c'est que la pression extérieure égale la pression du système à l'intérieur. Et par conséquent, on peut remplacer P extérieur par la pression du système. Donc, dans le cas général, le travail mécanique il est lié aux pressions extérieures appliquées sur les systèmes. Vous voyez bien qu'on a un système ici, on a l'enveloppe qui est le piston, et que l'action extérieure, c'est la pression, et c'est ce travail-là. C'est comme on l'avait dit, si nous prenons un système, c'est son enveloppe, et il échange un travail avec le milieu extérieur. Donc là, on a le système, et là, c'est la pression extérieure. Donc, ce travail extérieur est lié à la pression extérieure du système. Et on peut supposer que la pression à l'intérieur du système égale la pression extérieure du système, sauf dans le cas où la transformation elle est réversible, c'est-à-dire elle est quasi statique, c'est-à-dire elle s'est faite sans frottement et très lentement. Et on dit que le travail mécanique, ce n'est pas une fonction d'état. العمل الميكانيكي لا يعتبر كدالة حالة وإنما c'est une fonction de parcours. Vous verrez ça en TD, en exercice. Donc maintenant, si la pression elle est constante tout au long de la transformation, on peut avoir cette forme, le travail c'est moins P fois le volume final moins le volume initial. Maintenant, si on représente le travail sur un diagramme de Clapeyron pression volume, et là vous voyez dans cette transformation, donc le travail mécanique est égal à l'opposé de l'air. Donc on a l'air ici, donc هذه مساحة المساحة donc العامل الميكانيكي هو ناقص هذه المساحة المحسوبة. Donc المساحة هذه محسوبة هي موجبة. Ici nous regardons ici, donc le travail c'est moins cette surface là. Et donc dans le cas de la détente, on a un travail, le volume final il est supérieur au volume initial, donc on a le VF moins VI il est positif, et donc le travail il est négatif, et donc le moins W il est positif. Et dans ce cas, si le travail il est négatif, donc si on fait une détente, le système fournit du travail à l'extérieur. Donc si on représente par l'enveloppe, donc on a le système. Et là, nous avons le milieu extérieur. Donc le travail, il est sortant. On dit que le système, c'est un système moteur. Il fournit du travail au milieu extérieur. Maintenant, si on fait une compression, c'est-à-dire vous voyez bien que le volume final il est inférieur au volume initial, là, vous avez le travail, il est positif et moins W est négatif. Donc le système reçoit du travail mécanique de l'extérieur. On dit que le système est récepteur. Alors pour le représenter, donc nous avons notre système ici. Et par convention, W il est sortant. Mais là, comme le travail il est positif, donc on multipliera par moins. Donc nous avons un travail positif.
ou bien on peut le représenter si nous n'utilisons pas la convention. Donc le travail, il est entrant, et donc là, nous avons un travail algébriquement qui est positif. On dit que le système est récepteur. En appliquant la forme du travail mécanique aux transformations des gaz parfaits, si on considère toujours que les transformations sont quasi-statiques réversibles, d'ailleurs vous trouverez dans tous les exercices que j'écris, toutes les autres transformations, je rajoute le terme réversible pour dire que le travail est calculé de cette façon-là. Ça veut dire qu'on considère que la pression extérieure est égale à la pression intérieure. Donc, et la pression intérieure, c'est la pression du système. Ça veut dire que la pression exercée de l'extérieur, elle est complètement transmise au système. C'est ça. Donc si on commence par une transformation isochore, c'est une transformation où le volume est constant. On déduit que le travail est nul. Donc le travail mécanique produit d'une transformation isochore est nul. Maintenant, pour une transformation isobare, la pression est constante. Donc, comme on l'a vu précédemment, donc, en intégrant, on peut sortir la pression de l'intégrale et on obtient moins P fois la différence des volumes. Pour un gaz parfait, si on remplace V2 par nRT2 sur P et V1 par nRT1 sur P, on obtient quoi? On obtient un travail mécanique qui égale moins nRT2 moins T1. Et ceci, c'est une énergie thermique. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit une relation. C'est que on a vu que la température, elle traduit l'agitation moléculaire, et l'agitation moléculaire, elle est introduite dans la notion qu'on a définie, qui est l'énergie interne. Donc, et on a vu que cette température, elle intervient dans l'énergie cinétique des particules qui est donnée par 3 sur 2 la constante de Boltzmann fois la température, ou bien égale 1 sur 2 mv au carré, sachant que v c'est la vitesse des particules. Alors on conclut que il y a une relation entre le travail mécanique et l'énergie interne. Il y a une proportionnalité. Donc les deux termes, sachant que cette énergie interne, elle est propre au système, هذه الطاقة الداخلية خاصة من خصائص النظام, et le travail mécanique, c'est l'énergie échangée avec le milieu extérieur. Avec le milieu extérieur. C'est-à-dire en agissant sur le système avec un travail, U, l'énergie interne, elle va changer. C'est comme si que ce travail mécanique, en partie, il va être converti en énergie interne. Ou bien c'est l'inverse, dans le cas d'une compression ou bien une détente. Là, on a une transformation isobare, soit on a un chauffage ou bien un refroidissement. Ça veut dire que ce travail-là mécanique, il est converti en énergie interne, ou bien c'est l'inverse, l'énergie interne peut être convertie en travail, sachant que U, elle est propre au système, et le travail mécanique, c'est une grandeur, une énergie échangée entre le milieu extérieur et le système. Donc هذا ما نستنتج أنه الطاقة الميكانيكية متعلقة بالطاقة الداخلية، مع العلم أن الطاقة الداخلية هي خاصة بالنظام، متعلقة بتحرك الجزيئات، والعامل الميكانيكي هو طاقة متبادلة بين النظام والوسط الخارجي. يمكن استنتاج أنه أي عمل ميكانيكي يمكن له أن يحول إلى طاقة داخلية، أو طاقة داخلية يمكن لها أن تحول إلى عمل ميكانيكي.
وهذه خاصية من خصائص المبدأ الأول للتhermodynamique. C'est une propriété du premier principe. C'est la conservation d'énergie. Nous continuons avec l'application du travail mécanique sur les transformations de gaz parfait pour une transformation isotherme. Donc, ce qu'on a ici, on va prendre pour un gaz parfait la loi des gaz parfaits et nous allons remplacer la forme de la pression dans l'intégrale. Donc, on obtient ici, en remplaçant P, on a NR, dans cette formule-là, on obtient moins nRT sur V fois dV. Et comme la transformation isotherme, donc la température est constante, nous sortons nRT des constantes de l'intégrale et on obtient l'intégrale de dV sur V de V1 sur V2. Cette intégrale n'est que le logarithme. Donc on obtient la forme du travail mécanique sous cette forme-là. Donc moins nRT fois le logarithme V2 sur V1. Pour une transformation adiabatique, quasi-statique, donc elle est réversible. Donc vous voyez bien que pour représenter sur le diagramme de Clapeyron, là en bleu vous avez la transformation isotherme ou la température constante, et la transformation adiabatique, on avait dit que ce n'est pas une transformation isotherme. Sauf que la quantité de chaleur est nulle. Échangée entre le milieu extérieur et le système est nulle. Donc nous appliquons pour ceci la loi de Laplace, connue, donc P fois V puissance gamma, c'est une constante, gamma c'est le coefficient polytropique. Et donc pour une transformation de 1 à 2, nous avons durant toute la transformation P1 fois V1 puissance gamma égale P2 fois V2 puissance gamma. D'accord? On peut la mettre aussi sous la forme de volume spécifique, aussi équivalente. Et donc au cours de la transformation, on peut mettre aussi P égale P1 V1 gamma sur V au gamma. Et après l'intégration dans l'intégrale, on obtient P1 moins P1 fois V1 puissance gamma sur V puissance gamma fois dV. Et comme P1 et V1 sont des constantes, nous pouvons les sortir de l'intégrale. Et on a l'intégrale de la fonction dV sur V puissance gamma qui est donnée par cette expression après remplacement des bornes de l'intégrale. Et si nous multiplions P1 V1 fois V2 gamma, donc là nous remplaçons comme P1 V1 gamma égale P2 V2 gamma, donc nous obtenons la relation suivante. Et après distribution et simplification, donc nous obtenons P1 V1 moins P2 V2 sur 1 moins gamma. Sachant que gamma plus 1 moins gamma, nous obtenons P2 V2 sur 1 moins gamma plus P1 fois V1 sur 1 moins gamma. Et nous obtenons cette relation-là. Là encore, on peut remplacer P1 fois V1 par nRT1. Pareil pour P2 fois V2. Et nous obtenons la relation T1 moins T2. Donc, le travail mécanique pour une transformation adiabatique, vous voyez bien, c'est N fois R. Il est lié aussi à la différence des températures pour dire que la transformation adiabatique, ce n'est pas une transformation isotherme et que c'est lié à l'énergie interne. On peut la mettre aussi sous la forme de petit r. Donc on obtient cette relation-là. Pour la transformation polytropique, on avait dit que la transformation polytropique, elle se trouve entre la transformation adiabatique et isotherme. Et au lieu d'utiliser gamma en utilisant K comme coefficient polytropique, et pour rappel que K il est compris entre 1 et gamma,
Et nous obtenons la forme suivante en remplaçant gamma par K. Maintenant, nous allons voir la grandeur de la chaleur, les notions qui peuvent découler de cette grandeur et les différentes formes qu'elle peut prendre, cette grandeur. Donc, soit à l'état initial, nous prenons deux corps, un corps d'une température Tc et le corps d'une température Tf, pardon. Donc Tc c'est pour le corps chaud et Tf pour un corps froid, sachant que voilà, la température du corps chaud est supérieure à la température du corps froid. Donc à l'état initial, si nous représentons l'évolution de la température en fonction du temps, là nous avons la température, la courbe en rouge bien sûr qui représente la température du corps chaud, donc elle se trouve plus grande que la température, que la courbe bleue qui correspond à la température du corps froid. Et donc qu'est-ce qui se passe? Pour le corps chaud, nous avons les atomes du corps chaud sont plus agités que celles du corps froid. Le corps froid, les atomes sont plus stables. Donc à l'état à delta T, dans un intervalle delta T, qu'est-ce qu'on met? On met en contact les deux corps, le corps chaud et le corps froid. Alors qu'est-ce qu'on observe? On observe que la température du corps chaud commence à baisser et la température du corps froid commence à augmenter, à évoluer. La température du Tc commence à chuter et la température du corps froid commence à augmenter. À un certain moment, ce qu'on appelle le temps final, le processus devient constant et la température du corps rouge devient égale à la température du corps bleu, qu'on appelle la température d'équilibre. Donc le système c'est équivalent et là on a un équilibre. Alors ce qui s'est passé, c'est simple, c'est que il y a une énergie qui s'est déplacée du corps rouge vers le corps bleu. هذا حدث. هناك طاقة انتقلت من هذا الجسم الأحمر إلى الجسم الأزرق. هذه الطاقة نسميها كمية الحرارة. Cette énergie, on l'appelle la quantité de chaleur. Et le phénomène, on l'appelle le transfert de chaleur par conduction, c'est-à-dire, on l'appelle en arabe انتقال بالتبادل. C'est-à-dire qu'il y a des atomes ici qui touchent les atomes dans le corps et transfèrent leur chaleur, c'est-à-dire transfèrent leur énergie d'agitation vers le système. C'est pour ça que cette énergie, cette température du corps diminue, rouge diminue, et la température du corps bleu augmente. La première conclusion qu'on peut dire c'est que la température n'est pas synonyme de chaleur. كمية الحرارة ليست هي درجة الحرارة. هما شيئان مختلفين. درجة الحرارة هي مقدار فيزيائي وكمية الحرارة هي طاقة. Cependant, la quantité de chaleur, elle est proportionnelle à la température. Elle est liée. Il y a une relation entre la quantité de chaleur et la température, la quantité de chaleur et la masse, bien sûr. Donc on peut rajouter ici que Q aussi, elle est liée à la masse du système. Dans ce cas, on a un corps qui n'a pas une énergie potentielle et qui n'a pas une énergie cinétique, elle est absente, sont nulles. Donc l'énergie totale des deux systèmes, rouge ou bien bleu, elle est réduite à l'énergie interne. Et nous avons vu que l'énergie interne, elle est liée aussi à la température des corps. Ça veut dire que on a défini l'énergie interne
comme l'énergie d'agitation des molécules. Hein, on l'a vu, c'est l'énergie potentielle et l'énergie cinétique, microscopique. Donc déjà, on peut dire que cette énergie interne, c'est une énergie thermique. Alors le phénomène qui s'est déroulé, c'est qu'il y a une partie de cette énergie thermique qui s'est transmise du système qui a la température la plus élevée vers le système qui a la température la plus inférieure. Donc هذه الطاقة الداخلية هي طاقة حرارية. الظاهرة أن هذه الطاقة هناك كمية من الطاقة الداخلية للجسم هذا انتقلت إلى الجسم باللون الأزرق. Donc le corps rouge cède son énergie interne au corps bleu sous forme de chaleur. Donc طريقة انتقال c'est comme si que cette énergie interne du corps rouge, elle a été convertie en chaleur pour qu'elle soit transmise au corps bleu. يعني هذه الطاقة الداخلية للجسم الأحمر تحولت إلى نوع آخر من الطاقة وهي كمية الحرارة والتي انتقلت إلى هذا الجسم باللون الأزرق. وهنا يمكن استنتاج أن هناك علاقة بين كمية الحرارة والطاقة الداخلية. C'est-à-dire on peut conclure qu'il y a une relation entre la quantité de chaleur et l'énergie interne. C'est-à-dire, comme on l'a vu avec le travail mécanique, que l'énergie interne peut être convertie en quantité de chaleur, comme la quantité de chaleur peut être convertie en énergie interne, sachant aussi que l'énergie interne, c'est une propriété du système et la quantité de chaleur, elle est échangée avec le milieu extérieur. C'est comme avec le travail mécanique. Donc déjà, on a deux conclusions que le travail mécanique échangé entre le milieu extérieur et les systèmes peut être converti en énergie interne et vice-versa, et pareil pour la quantité de chaleur. Et on peut déduire aussi que la quantité de chaleur est une fonction de parcours et non une fonction d'état. Maintenant, nous prenons par exemple cette expérience. Vous voyez bien ici qu'il y a de l'eau, un bain d'eau, et il y a des pales en bois. Et ces pales en bois qui sont reliées avec un câble, avec une poulie, avec un poids, c'est-à-dire si je bouge ce poids-là, les pales, ces pales-là bougent, s'agitent, bien prennent une certaine forme d'énergie de rotation. Donc à l'état initial, le poids M a une énergie potentielle mgh. Et si je bouge cette masse, donc si elle est tirée vers le bas, donc on a quoi? On a une libération d'un travail mécanique des pales en bois. C'est-à-dire si je bouge celle-là, donc on a cette corde qui va tirer et on a une libération d'un travail mécanique équivalent à cette énergie potentielle. Et donc ce travail mécanique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer des forces de frottement des pales entre les molécules de l'eau qui se trouvent ici. Et en observant dans le thermomètre mis dans le récipient, on observe que la température augmente. Il y a une élévation de la température. On conclut qu'il y a une relation entre le travail mécanique et la quantité de chaleur. Là, il y a un travail mécanique qui est converti en chaleur dans le système. Donc, on peut résumer
de ce qu'on a vu dans les différentes formes d'énergie que le travail et l'énergie interne ont les mêmes effets, la quantité de chaleur et l'énergie interne ont les mêmes effets, et pareil pour le travail mécanique et la quantité de chaleur. Donc il existe donc une relation ferme entre l'énergie interne, le travail mécanique et la quantité de chaleur. Pour remarque que la quantité de chaleur se calcule toujours indirectement à partir de la valeur du travail mécanique de l'énergie interne. On verra ça un peu plus loin. Nous rappelons donc on peut déduire de cette expérience le principe de la thermométrie, ou bien le principe du thermomètre, et qui vient de la définition d'un principe de la thermodynamique qu'on appelle le principe zéro de la thermodynamique. Alors qu'est-ce qu'il dit? Que deux systèmes qui sont en équilibre thermique avec un troisième sont en équilibre entre eux. C'est-à-dire si je prends un corps A avec une température TA et un corps B avec une température B et un autre corps C avec une température TC, si TA égale TC, c'est-à-dire on dit que A il est en équilibre thermique avec C, et si TB égale à, pardon, c'est égal à TC, ça veut dire le corps B est en équilibre avec TC, on peut déduire que TA égale TB, c'est-à-dire A et B sont en équilibre thermique. C'est le principe zéro de la thermodynamique et c'est le fondement lui-même du principe du thermomètre. Ça veut dire que le corps C, ici, il est utilisé comme témoin.